Madame, Monsieur, bonsoir. Le Moyen-Orient est au bord de l'abîme et le monde entier retient son souffle. 2 jours seulement après l'opération Marteau de minuit, l'Iran a lancé aujourd'hui une série d'attaques de missiles balistiques sur notamment cette base la plus importante des États-Unis au Moyen-Orient, cette base d'Al-Udeid au Qatar. Le Qatar qui se dit se réserver le droit de réponse selon ce que dit le droit international en cas d'attaque comme ça directe sur son territoire. Il y a beaucoup de risques après cette attaque américaine du marteau de minuit, des risques d'embrasement dans la région, des risques de fermeture du détroit d'Ormuz, d'où passe le quart du pétrole mondial et près du tiers aussi du gaz naturel liquéfié dans le monde. Bref, la situation est on ne peut plus grave aujourd'hui. Nous allons en discuter en compagnie de mes invités ce soir. D'abord en plateau, le colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie. Bonsoir, colonel Saoud. Bonsoir, madame. Et se joint à nous depuis Abu Dhabi, Dr Mohamed Badine Al-Yatiwi, professeur d'études stratégiques au Collège de défense d'Abu Dhabi. Bonsoir, Dr Yatiwi. Bonsoir. Après le Qatar, les Émirats arabes unis ont fermé leur espace aérien aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une première depuis l'indépendance du Qatar. Le Qatar est visé par des missiles iraniens. Et tout précisément, ce n'est pas le Qatar, mais les installations militaires aériennes américaines, à travers cette base aérienne d'Al-Udeid qui a été aujourd'hui la cible de plusieurs missiles balistiques iraniens. D'abord, nous faisons le point sur la situation avec vous, docteur Al-Yatiwi, et la gravité de la situation aujourd'hui. Écoutez, nous sommes face à une situation d'une gravité, on va dire, historique, puisque la base américaine d'Al-Udeid, bien qu'elle ait été évacuée, a été frappée par l'Iran comme réponse aux attaques américaines de samedi soir sur trois sites nucléaires. Là, les États-Unis risquent évidemment de répondre. Ils ont plusieurs bases américaines dans la région. Il y a déjà un avion qui sera en train de décoller finalement d'Arabie Saoudite pour répondre. On va voir la suite que cela va donner, mais on a un risque d'embrasement régional, puisque là, tout le monde se répond coup par coup, et les conséquences sécuritaires, mais aussi diplomatiques et bien évidemment économiques, risquent d'être très nombreuses dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le droit de réponse, colonel Saoud, en cas d'attaque telle que celle qui vient d'être lancée contre une base américaine au Qatar. D'abord, cette réponse immédiate après le lancement de ces missiles du ministère des Affaires étrangères qatari qui se dit se réserver le droit de réponse en concordance avec le droit international. C'est vrai que c'est conforme au droit international, le droit de réponse, qu'il soit immédiat. Mais là, nous sommes dans une escalade qui risque d'entraîner un embrasement régional, compte tenu évidemment de la position du Qatar dans le CCG. Il y a une solidarité qui est censée se Conseil de coopération du Golfe, oui. Le Conseil de coopération du Golfe. Et puis, il y a évidemment la réaction américaine dont on ne connaît pas encore les contours, mais visiblement, nous sommes dans une escalade dont on ne connaît pas la suite, mais qui seront certainement très dévastatrice pour cette région si la diplomatie ne rentre pas en ligne de compte pour essayer de juguler cette tendance qui est tragique pour toute cette région. Je pense qu'il est temps que les grandes puissances et puis les Nations Unies, évidemment, se remettent à essayer de contenir. Bon, ceci dit, les missiles iraniens n'ont pas atteint leur cible au Qatar, hein, il faut le dire. Donc, pourquoi mener... et d'autant plus que le Khamenei a quand même dit qu'ils allaient lancer autant de missiles que le nombre de bombes, on va dire, ou de missiles, ou de bombes utilisées par les Américains dans cette opération Marteau de minuit. Il y a deux facteurs dans ce sujet, je vois où vous voulez en venir, mais il y a évidemment un État souverain. Et il y a une base américaine dans un État souverain. Oui. Certains penseront que c'est de convenu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une première pour ce pays. Depuis son indépendance, il n'a jamais été
bombarder ou attaquer comme ça. Et compte tenu de ces relations avec l'Iran, je pense que ce n'est pas fait pour arranger diplomatiquement les choses. Justement, un mot sur les relations entre Téhéran et Doha, Dr Yatioui, et surtout aussi, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur la réponse du Qatar à cette attaque sur son territoire. Écoutez, alors la relation entre l'Iran et le Qatar est une relation complexe. On se souvient qu'en 2017, quand les relations étaient complexes entre le Qatar et ses voisins du Golfe, l'une des raisons, c'était, entre guillemets, les bonnes relations entre le Qatar et l'Iran. Il faut pas oublier que ces deux pays-là partagent un gisement gazier, le plus important au monde, et que 60% va à l'Iran, 40% au Qatar. Donc on peut être assez surpris que les Iraniens aient commencé par la base, certes américaine d'Al Udeid, mais sur le territoire qatari. Et immédiatement, les dirigeants iraniens ont bien précisé qu'il ne s'agissait pas de viser, bien sûr, le pays frère, comme ils l'appellent, du Qatar, mais de viser les intérêts américains. Donc le Qatar, évidemment, va s'autoriser ou se donner le droit de répondre, même si militairement c'est un petit pays, mais il aura un soutien de l'ensemble des pays du Golfe et d'autres pays de la région, sans oublier bien sûr le soutien américain face à ce que vient de faire l'Iran. Et là, on est face à une situation très complexe, puisque ce sont des intérêts qui s'entrelacent, à la fois économiques et diplomatique, et on est face à une véritable crise régionale et un risque de conflit régional et un embrasement. Un embrasement, d'autant plus que la région comporte beaucoup de bases américaines, de bases aériennes ou de bases militaires américaines, la plus importante étant celle d'Al Udeid, colonel Saoud. Peut-être le point et l'état des lieux de la présence militaire américaine au Moyen-Orient avec vous. Au jour d'aujourd'hui, ils étaient à peu près 9 sites où sont installés les Américains. Il semblerait qu'on a réduit la voilure et qu'on a quitté, mais ils sont en Irak, ils sont en... On peut les voir ici, voilà, avec le nombre de soldats voilà, Jeddah, dans chacune de ces bases américaines. Et vous les avez Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, le Koweït, et il y en a encore d'autres, mais dans cette partie du Moyen-Orient, et il y a quand même autour de 40 000 hommes, oui, des militaires américains qui sont dans cette région-là. Il va falloir surveiller évidemment l'évolution, mais l'inquiétude est quand même justifiée. Oui, l'inquiétude aussi des citoyens bahreïnis où les sirènes ont retenti aujourd'hui. Oui. Il faut dire que vraiment la région est en train de vivre un moment assez inédit, colonel Saoud. Déjà que c'est un espace très conflictuel, un espace évidemment où les problèmes sécuritaires, évidemment la mer Noire, la mer Rouge, le détroit, le golfe d'Arabie et toute cette région-là où évidemment il y a des acteurs qui agissent, les Houthis par exemple, et il y a, comme vous l'avez dit, évidemment cette menace sur le golfe. C'est inquiétant. Je pense qu'il est nécessaire évidemment de revenir à la retenue. On surveillera l'attitude des États-Unis. Il peut y avoir une deuxième opération marteau de minuit, peut-être un marteau de midi cette fois. Enfin, je veux dire, nous sommes quand même face à une situation, notamment après ces attaques aujourd'hui contre des intérêts américains au Moyen-Orient. Il y aura une réponse américaine selon vous? Certainement, c'est la forme qu'il va falloir surveiller, parce que refaire un autre marteau, c'est excessivement cher, madame. Et je ne sais pas comment ils vont l'appréhender, parce que là, on a tapé sur une base. Mais il n'y a pas de conséquences. Elle a été évacuée, cette base, colonel. Donc, quelles conséquences? Pourquoi viser une base qui a été évacuée? On est dans la symbolique ici. Mais ça reste toujours
quand même un acte d'agression contre un pays souverain, sans tenir compte, si vous voulez, de cette base américaine. Oui. Les deux sont concernés, il faut le dire. Comment pourrait répondre le Qatar, justement, qui se dit encore une fois, se donne le droit d'une riposte directe, conforme au droit international, Dr Yatioui, et surtout, et aussi j'aimerais bien aussi avoir votre prospective sur la réponse américaine à cette attaque sur cette base d'Al-Udaid au Qatar. Écoutez, le risque, alors par rapport aux États-Unis, le risque c'est que Donald Trump, voyant la situation dégénérer, décide finalement une intervention beaucoup plus soutenue et on va dire plus continue beaucoup plus ample avec les Israéliens en Iran, et là ça pourrait porter un coup fatal au régime iranien. En ce qui concerne le Qatar, les moyens de pression sont des moyens à la fois diplomatiques au sein des instances internationales et notamment les Nations Unies, mais ça sera quand même compliqué. Pourquoi les oppositions à venir des Russes et des Chinois, mais surtout une solidarité. Vous pensez que justement les Nations Unies pourraient apporter une quelconque réponse à ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, qui reste quand même historique et inédit? Ça reste historique et inédit, mais ça démontre la fragmentation du monde. C'est-à-dire que là, on voit que les Russes et les Chinois, diplomatiquement, se sont rangés du côté de l'Iran. Et de l'autre côté, on voit que les États-Unis et les Européens se sont rangés du côté d'Israël. Et les pays du Golfe, qui finalement étaient des spectateurs, mais des spectateurs engagés, qui ne souhaitaient pas que les choses s'enveniment, puisque ce sont des régions qui attirent un certain nombre d'investissements, qui sont des régions qui se développent et qui se diversifient, notamment via le tourisme et les investissements directs étrangers, se retrouvent contraints et forcés finalement à faire partie de ce conflit et de cet embrasement régional. Donc là, on est face à une nouvelle donne et l'ONU, finalement, va démontrer que le système de gouvernance internationale est bloqué sur Russie-Ukraine, sur Gaza, etc. Et une fois de plus, on verra qu'il y aura une impossibilité de prendre une quelconque décision, que ce soit au sein du Conseil de sécurité, puisque les 5 grandes puissances seront bien évidemment divisées. Et là, le Qatar va devoir faire appel, je pense, à une solidarité entre pays du Golfe et aussi entre pays arabes, puisque l'Iran, finalement, qui avait réchauffé ses relations avec un certain nombre de pays du Golfe après des années de tensions très élevées, vient, même si elle dira qu'elle attaquait des bases américaines, vient de perdre beaucoup de son crédit en termes de capacité de négociation avec les États du Golfe dans les années à venir. En sachant qu'il n'y a eu ni mort ni blessé avec cette attaque, annonce qui a été faite quelques minutes après ces missiles qui ont été lancés vers la base aérienne d'Al-Udaid au Qatar, annonce faite par le ministère de la Défense du Qatar, colonel Saoud. Si aujourd'hui, ou en tout cas demain, les États-Unis répondent, quelle serait leur cible? Parce que, surtout que Donald Trump a annoncé jeudi, a proclamé la destruction totale du programme nucléaire iranien. Ouais. Quelle est la suite quelle pourrait être la cible de la réponse américaine à l'attaque par missile sur sa base au Qatar? Je ne ferai pas la différence entre la réponse américaine et la réponse israélienne. Il y aura une concertation sur les cibles à choisir. Khamenei pourrait être la cible? Je pense que la tendance n'est pas à l'élimination de Khamenei, d'après toutes les analyses, plutôt la déstructuration de l'Iran. Je pense que l'Israël continuera à faire sa guerre d'attrition concernant évidemment les sites nucléaires, mais aussi la capitale, les gardiens de la révolution, comme il l'a fait aujourd'hui. Les États-Unis, certainement qu'il y aura une réunion pour décider de le mode opératoire à adopter comme réponse. Il faut regarder ça, mais je pense que cet acte-là, quand même, est un acte qui signifie toute l'irrationalité d'un système autocratique.
qui n'a pas de limite parce que le Qatar n'est pour rien. Alors, justement, le Conseil suprême iranien a dit que, avec ces termes, que l'attaque de missiles aujourd'hui ne visait pas le Qatar frère, le pays frère du Qatar. C'est-à-dire, c'est quand même une aberration diplomatique, si je puis me permettre. C'est une aberration diplomatique, c'est une base qui se trouve sur un territoire. La souveraineté, elle est territoriale. Et l'intégrité des territoires est quand même garantie par le droit international. Je pense que c'est des motifs un peu vaseux, mais ça ne tient pas debout. Il reste un pays souverain, membre des Nations Unies, dans le territoire d'être protégé, et il a le droit de faire des alliances avec qui il veut. Le New York Times qui prétend que cette attaque a été coordonnée avec des dirigeants qataris. Docteur Yati, oui, commentaire. Non, écoutez, le problème de tous ces éléments-là, c'est que là, on est dans une situation de confusion. Les Iraniens ont apparemment prévenu les autorités américaines qu'elles allaient attaquer Al-Udeid, mais Al-Udeid avait déjà été évacué en très grande partie il y a bientôt une semaine. Et on voit que l'Iran est face à un dilemme énorme, c'est-à-dire que l'Iran est attaqué sur son territoire à la fois par les Israéliens et les Américains. C'est son système d'anti-défense, anti-aérienne a été totalement détruit. Donc le ciel iranien est, on va dire, une sorte d'autoroute pour les avions américains et les avions israéliens. Donc ils ont aussi besoin, vis-à-vis de leur opinion publique interne iranienne, de démontrer qu'ils font des choses, mais ils savent en même temps que si jamais ils détruisent des avions américains ou qu'ils tuent des personnes sur les bases américaines, les représailles américaines seront d'une toute autre ampleur. Et là, on voit que le régime est nu et que Khamenei lui-même est caché dans un bunker depuis plusieurs jours maintenant, et que finalement, au sein même de son appareil, de l'appareil d'État iranien, au sein du système de gouvernance, de nombreux personnages clés ont été tués ces derniers jours. Et donc, c'est la panique entre ceux qui veulent maintenir une ligne dure mais qui n'en ont pas les moyens, et ceux qui veulent négocier sans passer pour des traîtres. Ça dénote aussi que le renseignement israélien et le renseignement américain marchent bien. Cette évacuation a été certainement l'objet de renseignements. L'évacuation, ce n'était pas la veille, c'était pas hier. L'évacuation, c'était la semaine dernière, plusieurs jours avant l'attaque marteau de minuit. Donc c'était dans les cartons. Donc le système iranien est infiltré, et c'est sûr que le projet était dans les cartons. C'est pour cela qu'on a anticipé sur le. Est-ce que c'est déconvenu? J'ose le penser. Oui, d'accord. Alors, qui soutient aujourd'hui l'Iran? Qui peut soutenir l'Iran aujourd'hui ou demain, militairement je parle? Et quelle est aujourd'hui la capacité actuelle de l'Iran en termes de missiles balistiques avec les centaines qui ont été lancés depuis une semaine sur Israël? Ils en ont perdu presque 40%, mais il en reste toujours. Et comme il faut le savoir, ils sont en train de faire des ripostes à l'économie, parce qu'il faut quand même qu'ils sachent que c'est dans le temps long. Aujourd'hui, leurs missiles balistiques et leurs missiles, ils ont des supersoniques. Mais l'interception aussi des missiles iraniens en Israël coûte de l'argent à l'État israélien. Ça coûte énormément cher, ça coûte à tout le monde, parce que vous savez, aujourd'hui, dans un souci d'économie, les Israéliens ont dans les systèmes de défense, ils ont ce qu'on appelle les trajectomètres ou les trajectographes. Quand ils savent que le missile iranien tombe dans le désert, ils ne l'interceptent pas. Parce que ça coûte cher la défense antiaérienne, d'autant plus qu'il est sur 3 couches. C'est important. Mais, les soutiens militaires à l'Iran? Les soutiens étrangers, la Chine, le Pakistan, la Russie. On a vu le leader nord-coréen, on a vu aujourd'hui le président russe, un soutien, mais très timide. Les Chinois, je pense que les Chinois, de mon point de vue, sont assez pragmatiques pour se lancer dans... Mais ils ont évidemment des intérêts avec l'Iran, parce que 20% de leur... 90%
du gaz et du pétrole iranien est vendu à la Chine. Donc il est là entre, évidemment, comment ménager les États-Unis et comment ménager l'Iran. C'est une position qui est quand même assez délicate. En parlant d'intérêt économique, le détroit d'Ormuz, bien que le Parlement iranien ait voté sa fermeture, il faut toujours le feu vert du Conseil suprême. Docteur Yatioui, comment expliquez-vous l'accalmie sur les marchés financiers aujourd'hui et si ce détroit d'Ormuz venait à être fermé, quelles conséquences pour les pays du Golfe, mais pour l'ensemble de l'économie mondiale, voire surtout américaine aussi? Oui, alors les Américains sont dans une situation qui est bien mieux qu'il y a plusieurs décennies, puisque désormais ils produisent avec le pétrole de schiste une grande partie de leur production. L'autre élément, c'est que ceux qui seraient très certainement affectés sont les Chinois et d'autres pays d'Asie comme la Corée du Sud et le Japon, qui importent beaucoup de gaz, par exemple qatari, mais aussi beaucoup de pétrole de ces pays-là. Les Émirats et l'Arabie Saoudite auraient la possibilité de faire passer une partie de leur production par d'autres routes, mais ceux qui seraient vraiment affectés, ce sont plutôt le Qatar, Koweït et Bahreïn, et les Iraniens eux-mêmes, paradoxalement. Mais on peut avoir un scénario où le Conseil suprême valide la proposition du Parlement et ferme le détroit d'Ormuz et laisse finalement une partie de la production iranienne, bien évidemment, passer pour les Chinois, et comme ce qu'ont fait en fait les Houthis en mer Rouge, où les bateaux chinois pouvaient passer, mais les bateaux occidentaux non. Donc là, on est face à une situation très confuse, et l'accalmie pour le moment, on a vu que le prix du baril avait légèrement augmenté, 7 à 8%, mais on est dans une situation encore où les marchés observent. Et puis on sait que l'un des autres grands gagnants, si jamais les pays du Golfe étaient touchés, ça pourrait être la Russie, paradoxalement. La Russie qui était sous les sanctions européennes et américaines pendant de nombreuses années du fait de la guerre en Ukraine. La Russie pourrait se repositionner et mettre une fois de plus les Européens face à de nombreux défis et de nombreux problèmes, parce que ça générerait évidemment de l'inflation, ça toucherait à tout un tas de secteurs, je pense notamment à l'industrie pétrochimique, etc. Et donc on aurait une inflation généralisée qui pourrait faire du mal, non pas pour le prix du pétrole, mais pour l'impact que ça pourrait avoir sur tout un tas de produits sur le marché américain aux électeurs de Donald Trump. Et là, c'est un vrai paradoxe que le président américain devra gérer alors que les midterms approchent. Alors que les midterms approchent et alors que aussi, colonel Saoud, il y a aussi des populations de part et d'autre d'Israël et de l'Iran. Est-ce que ces attaques-là font que la popularité des dirigeants des deux côtés ne fait que grandir, ou au contraire, comment tout ceci affecte aussi la politique interne dans ces pays? Véritablement, en Israël, l'opinion est quand même divisée. Ceux qui ont encore des otages veulent la paix et ils veulent évidemment une trêve. Mais ceux qui ont vu aussi leur maison détruite par les missiles qui sont passés à travers les filets du dôme de fer. Absolument. Et aujourd'hui qui se retournent contre ce gouvernement Netanyahou qui soutenait avant ces attaques sur l'Iran. Les soutiens sont en train de s'effilocher quand on voit aujourd'hui qu'ils sont à 25 morts et beaucoup des centaines de blessés. Je pense que l'opinion est en train de se fracturer. Côté iranien, évidemment, ils ont beaucoup plus de pertes en vies humaines, en infrastructures et évidemment le programme qui a été perturbé, qui a été sérieusement entamé. Est-ce que ça va perturber le système? Est-ce que le régime peut tomber? Est-ce que le régime de Khamenei peut tomber? En pleine guerre, je ne pense pas. Il faut que ça soit organisé. Il faut que toute l'opposition soit structurée. Et il faut le Est-ce qu'il y a une opposition aujourd'hui en Iran? Il y a une opposition cachée et il y a l'opposition diasporique, mais le régime est une institution qui est soutenue aussi bien par une armée idéologique que par une armée classique qui lui est favorable. Et donc je pense que ce n'est pas les bombes qui vont faire tomber ce régime s'il n'y a pas de réseau intérieur structuré et bien aidé
militairement. On pense certainement aux Kurdes et à toutes les minorités qui sont capables d'être mobilisées. Aujourd'hui, Israël a bombardé une prison. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ils ont aussi bombardé le quartier général des gardiens de la Révolution. C'est une cible militaire, madame. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais là, quand même, sauf que dans l'idée d'Israël, c'est libérer les gens, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a autour de 160 000 dans chaque prison, 130 000, 100 000 de prisonniers. Et quels prisonniers? Prisonniers d'opinion. Prisonniers politiques, donc, peut-être qu'ils veulent créer une fissure dans ce système-là en libérant les gens, mais c'est une cible qui devrait être respectée. Et aussi, on va dire que ce n'est pas la fin des attaques israéliennes sur l'Iran avec cette attaque marteau de minuit. On l'a vu d'ailleurs, parce qu'après l'attaque marteau de minuit, Israël a continué de son offensive sur différents sites, notamment la capitale Téhéran. Merci beaucoup, colonel Saoud. Le temps de l'émission est écoulé. Merci à vous également, docteur Mohamed Badine Liatioui, pour l'ensemble de vos éclairages. Merci à vous. Et bien sûr, l'info continue. Notre couverture de ces événements inédits se poursuit sur Médien TV. Merci de rester avec nous. Très bonne soirée.